Bonjour à toutes, bonjour à tous. Derrière cette porte, des dizaines de motos d'exception. Petit indice, je me trouve dans la cour de l'école de gendarmerie de Fontainebleau et on va retracer avec vous toute l'histoire de la gendarmerie motocycliste. Venez. Nous voici dans la salle tradition du CNFSR, Centre National de la Formation à la Sécurité Routière. Merci, colonel Debuire, de nous accueillir ici dans ce temple de la moto de gendarmerie. Merci à vous, David, d'être présent. C'est un plaisir pour nous que vous présentez notre salle tradition, les motos qui sont présentes dans cette salle. On va faire le tour attentivement, on va regarder chaque moto attentivement. Avec nous également le major Dupuis qui a été longtemps en charge de ces collections, major. Des collections du musée de la gendarmerie dont fait partie aujourd'hui en effet cet ensemble de motocyclettes représentées dans ces locaux. Merci à vous d'entretenir ces trésors parce que ça nous permet de rêver, de nous projeter dans d'autres époques qu'on a tous connues. On a tous connu certaines motos de gendarmerie. On les a redoutées parfois, ça dépend de ce qu'on faisait sur la route. Avec nous également Pascal Tomec, habitué de l'émission. Pascal, parce que également Motul, que tu représentes, est très attaché au patrimoine moto et donc à la restauration de ces motos. Nous sommes en plein dans l'histoire. L'histoire, le patrimoine, que de mieux que la gendarmerie pour parler de patrimoine et d'histoire. Aujourd'hui, les histoires, elles sont belles à raconter. On va en profiter pour s'associer à celles de la gendarmerie. Donc, Motul est complètement dans son élément. Et on reste évidemment dans la passion. C'est un métier, bien sûr, gendarme. Mais quand on est gendarme et motocycliste, c'est un métier où la passion vient s'insérer dans le métier. Est-ce que c'est plus facile ? Est-ce que c'est plus agréable, colonel, de pratiquer le métier de gendarme quand on associe ce métier à la moto ? Tout à fait. Et après, vous l'avez bien indiqué, à savoir que le gendarme, vous avez utilisé le terme de motocycliste. Ce terme va bien, c'est-à-dire que c'est un motard effectivement qui va faire son travail sur la moto. Donc au quotidien, son travail, c'est le travail de gendarme, mais il le fera avec une moto. Donc on parle aussi de motocycliste. Donc effectivement, tous nos motocyclistes doivent être passionnés, car ils vont conduire dans tout type de météo, tout type de circonstances. Donc si vous n'avez pas la passion, ça devient difficile de pouvoir exercer le métier de la même façon. La salle tradition, Major, c'est une salle dont on est fier, j'imagine, quand on a pris part à cette collection. Comment ça a commencé de réunir toutes ces motos ? Alors là, c'est une très bonne question du fait que, à la base, le musée de la gendarmerie n'a pas vocation à s'occuper des motocyclettes. C'est plutôt ici, justement, le centre de formation qui, petit à petit, a récupéré un maximum de véhicules motocyclettes pour en faire ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire une véritable représentation de l'évolution de la motocyclette, des origines jusqu'à aujourd'hui. Mais à la base, le musée n'a pas cette vocation. Oui, ça tient à la passion de certains hommes. Vous m'avez parlé, parce qu'on a fait une petite visite du musée, j'aurais voulu prolonger ça encore, mais on doit faire cette émission, bien sûr. Vous m'avez parlé d'initiatives personnelles. Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Ce sont les instructeurs qui, au fil des ans, ont conservé des motos qui partaient à la réforme, ont pris sur leur temps personnel pour rénover ces motos, pour les entreposer également, les entretenir, pour éviter qu'elles s'abîment. Donc c'est la passion des instructeurs et cette salle tradition aujourd'hui, pour moi, elle est le fruit du travail des instructeurs et des motocyclistes qui se sont succédés au centre. Pascal, j'aimerais que tu dises à quel point aussi le travail des individus peut permettre de faire de grandes choses dans la restauration, bien sûr, dans le patrimoine aussi, mais aussi dans l'inscription dans l'avenir. Il est tellement difficile aujourd'hui pour une certaine jeunesse, et même au-delà de la jeunesse, de trouver, je dirais, des engagements ou même des convictions
À travers la restauration, on a surtout le monde des adultes, celui qui a de l'expérience de la vie, qui partage son expérience, et ils partagent leur expérience en démontant des mécaniques, en remontant des mécaniques. Ça permet d'échanger entre, pas l'adolescent mais presque, et l'adulte. Et en faisant de la mécanique, on parle beaucoup, on échange beaucoup, on construit beaucoup. Et ça, c'est le fil conducteur. Oui, alors le fil conducteur, c'est aussi qu'on va parler de certains élèves, donc Bac Pro, BTS, alternants aussi, Oui. qui ont œuvré et qui ont été récompensés, colonel. Oui, tout à fait. Donc on a eu la chance de travailler avec le lycée Gustave Eiffel à Varennes-sur-Seine, qui ont travaillé sur 2 motos de la collection, dont la R50 sur 2, et qui nous ont rénové la mécanique de cette moto et qui ont gagné un concours au niveau national. Alors l'histoire de la gendarmerie et de la moto, évidemment la moto, ça naît avec à la fin du 19e siècle, mais avant il y avait d'autres moyens de locomotion, Major. Tout à fait, puisque l'institution gendarmerie est très ancienne, date du XIVe siècle véritablement, mais les gendarmes commencent véritablement à s'équiper d'un véhicule de transport qui sera le cheval et qui apparaît véritablement pas avant le début du XVIIe siècle, véritablement. Ouais. Avant, les gens sont souvent à pied, il n'y a que l'officier supérieur souvent qui est à cheval. Donc la gendarmerie, ça naît. Donc la gendarmerie officiellement naît, d'après le plus vieux document existant, en 1339, au début de la guerre de Cent Ans. Ah oui, quand même, d'accord. Charles VII. D'ailleurs, David, si on regarde un peu les textes, en 1900, à Paris, il y a 80 000 chevaux. En France, on a pratiquement 2 900 000 chevaux qui circulent, qui sont référencés par l'État pour la Poste, le pouvoir public et autres, donc 3 millions de chevaux. Imagine qu'en 1900 à Paris, 80 000 chevaux, le cheval circule à l'époque à 6 km/h en vitesse normale et en calèche rapide 9 km/h. Ouais, Et en 1929, le gouvernement français abolit l'hippomobile et il met donc pratiquement 3 millions de chevaux au chômage avant la Seconde Guerre mondiale. ouais, donc c'est là où il y a une véritable transition avec les moyens de transport officiels également. Et au début, parce qu'au début 1900, la moto, on est assez balbutiement. Hein, donc à ce moment-là, c'est vraiment dans les années 30 que commence l'association entre la gendarmerie et des motocyclettes alors. Oui, tout à avec fait. des marques françaises. Voilà, nous avons début des années 1930 donc des marques françaises telles que la Dollar, la Terreau, la Monet-Goyon qui apparaissent en gendarmerie. Alors il faut savoir qu'à l'époque donc on avait une moto par département, nous avions des unités où nous avions des chevaux et des motos. Donc voilà, le tout début se fait effectivement avec des marques françaises. Oui. Ce début du XXe siècle et les motos, ça fait un peu rêver. C'est aussi l'époque des bandits. Alors, je pense, je ne sais pas si vous le saviez, que Landru avait imaginé une moto, avait exposé une moto au salon de 1900, le tueur en série. Mais aussi, il y a la bande à Bono qui a marqué son temps, notamment avec les véhicules, les premiers véhicules. Oui, en effet, le célèbre Jules Bonneau était un grand spécialiste de l'automobile, ce qui lui permet d'échapper assez facilement aux forces de l'ordre, puisque ces derniers, comme je vous le disais précédemment, n'ont encore pas de véhicules motorisés, et donc sont toujours à cheval, à bicyclette, à pied, et donc il arrive facilement à s'échapper des forces de l'ordre et on n'arrive pas à le rattraper. Sauf que un célèbre 29 avril 1912, ce bandit se retrouve cerné dans la ville de Choisy-le-Roi, où là, il est complètement encerclé. On estime qu'il y a plus de 20 000 personnes qui assistent quand même à l'opération, c'est très important, dont 500 personnes armées. Et grâce à l'intervention en particulier d'un garde républicain, le lieutenant Fontan, qui va mettre des explosifs en place auprès de ce garage où s'est réfugié Bono, le personnage va être arrêté et puis va mourir de ses blessures, puisque tous les policiers gendarmes qui sont rentrés dans le garage où se trouvait Bono lui ont tous tiré dessus au bout portant. Il est mort au bout suite à ses blessures. Et donc, c'est le fait d'avoir encerclé le personnage. Mais sinon, en termes de poursuite, n'ayant pas de véhicule, les forces de l'ordre ne pouvaient pas rattraper ce personnage. Et donc, on va penser, en effet, à équiper les forces de l'ordre de véhicules automobiles et de motocyclettes.
Il faudra attendre, malheureusement, après la Première Guerre mondiale. Merci pour cette petite histoire. Je crois qu'on va en avoir d'autres, des anecdotes aussi avec vous, colonel, on en a parlé. Donc des histoires, on va en avoir d'autres du côté du musée Hoover où tu es allé, Pascal, nous emmener faire une petite visite guidée. C'est un musée public ouvert au public que tout le monde peut visiter et où il y a aussi des trésors. On regarde. Hermie, bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir donc, dans ce musée de la gendarmerie. Mais avant toute chose, Hermine, là je vois un gigantesque emblème. Il représente quoi? Alors sur la façade, vous avez une grenade. Donc une grenade dans le style du XVIIIe siècle. Et pourquoi la grenade? Parce que c'est l'emblème de la gendarmerie encore aujourd'hui. Vous connaissez le nombre d'objets qui sont disponibles dans ce musée? Et oui. Alors présentés, on en a presque 3000. Mais en réserve, on en a jusqu'à 10 000. Ouais, Verdouin. Bonjour. Bon, ça commence fort. Hein. Oui. Là, on attaque dans le dur. Voilà, tout à fait. Déjà une BMW 1200 RT de 2015, donc appartenant à la garde républicaine, qui a été réformée donc depuis peu et qui donc porte les logos de l'escorte présidentielle, moto qui faisait aussi le Tour de France cycliste. Bon bah, j'arrive, on arrive une moto et maintenant une voiture. Voilà, on a 93 véhicules au musée donc, et donc celle-ci c'est la dernière arrivée, une Renault 21 2 litres turbo de 1993 qui était affectée à la BRI, dans une BRI à Niort notamment celle-ci. Donc là nous avons au premier étage la plus grande vitrine suspendue d'Europe avec le début de l'histoire de la gendarmerie et de la maréchaussée, donc 1515. 1515. Voilà, donc là nous sommes au deuxième étage, partie plus mécanique. Oh bah là on commence très fort. Hein. Oui, c'est la portière des gendarmes qui a été mitraillée lors de l'assaut de Dammartin-en-Goual en 2015. Donc c'est les frères... C'est les frères Kouachi. Ah très bien, ok. Ouais. Bon. Voilà, on a tous le souvenir d'avoir mis ses empreintes sur un passeport ou une pièce d'identité. Voilà. Donc on a la partie Technique et scientifique. technique De la scientifique. gendarmerie. Ah là on est dans une actualité. Hein, c'est un peu aujourd'hui ça. Là on a mai 68, oui. Ah, très bien. Et enfin on est dans la partie mécanique, Voilà, la partie mécanique. motorisée. Un peu plus récente, on a une partie plus ancienne, mais là un peu plus motorisée avec une sorte de panel de véhicules miniatures de la gendarmerie. Alors là on est devant une affiche Oui, donc presque dans redoutable. Dans la garde, donc c'était à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. D'accord, ça c'est après la Seconde Guerre C'est mondiale. après la Seconde Guerre mondiale. Là on a un vrai gendarme. Là, Voilà. on commence à voir les bottes, l'équipement qui commence à se profiler chez les gendarmes. Tout à fait. Et puis les motos qui arrivent. Ah, bah là j'arrive, on voit qu'ils étaient à l'époque lourdement armés. Oui. Ce type de pistolet équipait les Alors, premiers gendarmes à vélo? Pas ce modèle-là. Là, c'est le modèle Automatic Star. Et ils avaient plutôt le P38 sur les motos dans les brigades. D'accord. Ouais. Alors quand on voit aujourd'hui comment nos gendarmes sont équipés, on imagine à cette époque, ils avaient déjà du cuir. Oui, les vestes en cuir. Alors, celle-là, c'est un quart. Allez, il y a eu la veste plus longue encore. Et tout en cuir. Mais jusque dans les années 80-90. Ah oui. Oui. Alors là, Jean-Yves, je vois que quelques-uns d'entre eux ont la moustache. Oui. Jusqu'à la circulaire de 1939, c'était obligatoire pour les gendarmes. D'accord. Il fallait donner l'air méchant. Merci Jean-Yves. Hein. Une visite du musée extraordinaire. Merci. Et comme toute fin de musée, à la fin, il y a toujours la boutique de Voilà, souvenirs. la boutique. Donc, et là, on est en plein milieu de cette boutique de souvenirs. Ouais. Alors, j'en vois un déjà. Je me rappelle qui me ramène un peu en arrière. Donc, l'habit du gendarme. La petite Hein, tenue, ouais, la pour les petite tenue. enfants. L'outil idéal. Voilà, moto. Alors vous avez ce modèle-là qui est un jouet qui tourne. Et puis vous avez des petites motos FJR, etc. Ah bah là, je pense que tous les enfants,
trouvent leur vocation à la fin de la visite du musée. Ah mais là, oui. Et c'est ici qu'ils Ils commencent repartent tous avec à un prendre co- cette un cadeau, orientation ouais. de la gendarmerie. Ouais. Génial. Jean-Yves, merci encore pour cette visite. De rien, merci. Pour ce musée, les horaires? Alors tous les jours de la semaine, sauf le mardi, de 10h à 17h30 le soir. Non-stop. Non-stop. Merci encore. De rien. Merci Pascal pour ce tour de ce musée de la gendarmerie très très intéressant. On va faire aussi avec vous, colonel, un petit tour ici un peu plus tard. Mais on a avec nous Pierre Potier. Bill, c'est votre surnom. Oui. Vous êtes, Pierre Potier, on ne connaît pas. On connaît Bill, c'est tout. vous êtes un des gendarmes qui a connu une longue carrière ici. Vous nous expliquez? Un peu, oui. Oui, un peu. Je commençais en tant qu'élève gendarme en 66 à Châtellerault avec des 500 terreaux. Ah, vous avez. Et puis quand je suis arrivé à l'escadron moto à la garde en 67, j'ai côtoyé les Ratiers, les 750 moteurs latérales, les BMW R50 sur 2, les R60 sur 2, et puis toute l'évolution des BM jusqu'au K1100. Voilà. Parce que, colonel, on peut dire que tous les gendarmes que l'on voit sur les routes de tout temps sont passés par ici, par Fontainebleau. Oui, tout à fait, c'est le cas. Tous les gendarmes que vous croisez au quotidien qui sont sur une moto passent ici pour le début de leur formation et tous les 6 ans repassent ici pour être évalués. Vous avez fait partie, adjudant, hein, c'est ça? Oui, adjudant. Adjudant de la garde républicaine également. Voilà. Qui fait Escorte partie de la présidentielle. gendarmerie. Escorte présidentielle. Vous Voilà. avez connu des présidents. Le premier président, c'était le général de Gaulle. Et le dernier, c'était Jacques Chirac, qui m'a serré la paluche pour me souhaiter une bonne retraite. Est-ce que vous avez escorté des chefs d'État étrangers? Ah oui, la reine d'Angleterre, Tito, Brejnev, Carter, tous les chefs d'État en liste officielle, c'était les motards de la garde républicaine. Le privé, c'était les motards de la police parisienne. Bill, à quel âge vous décidez de devenir gendarme? Et qu'est-ce qui vous a fait devenir gendarme? Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Moi, j'ai été élevé dans l'Ardèche et un jour, je faisais de la moto déjà à 10-11 ans, hein, avec des vieilles 125 Peugeot. Et j'avais vu à la télévision, dans le bistrot, avec mon pépé, on avait été vendre des veaux. Et dans le bistrot, il y avait la télévision en noir et blanc et il y avait une démonstration des motards de la garde, avec une vieille BSA qui sautait au tremplin. Oh, j'ai dit, moi, j'aimerais bien faire ça. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça s'est terminé comme ça. Est-ce que les tests d'entrée pour être gendarme, qui sont relevés, hein, Oui, je pense. est-ce qu'ils ont beaucoup évolué avec le temps? Je vais vous poser d'abord la question et Oui, puis après je pense que au oui. colonel. Oui. Oui, je pense que oui. Parce que moi, j'ai passé les tests quand j'étais élève gendarme à l'escadron moto pour savoir si j'étais bon. On était 6, 2 de prix, Arberé de Bagnères de Bigorre et moi-même. Et dès que le stage a été fini, d'office, j'étais motard à la garde. C'est une réputation qu'ont les gendarmes motocyclistes d'être d'excellents pilotes, colonel. Quels sont les tests les plus difficiles? Alors, pour d'abord pouvoir suivre un stage, il faut suivre une semaine de sélection. Donc, nous travaillons sur des plateaux de maniabilité. Donc, nous avons 10 exercices sur lesquels nous allons rechercher de la dextérité, mais également une capacité à restituer une technicité dans un temps très court. Puisque derrière, ils vont être engagés dans un stage de 3 mois sur lequel, pour arriver à un certain niveau, tout va aller assez vite. Alors justement, on a un reportage en toute fin d'émission sur le polygone où se déroulent ces fameux tests. Bill, en quoi consistaient les tests, les épreuves? Les épreuves, c'était surtout bien savoir rouler en moto, dans tout terrain. On faisait pas, moi, j'ai jamais fait de stage à l'école à Fontainebleau. Par contre, j'ai été détaché 4 fois pour la durée d'un stage de 3 mois. Mais voilà, détaché comme instructeur. Hein. Pascal, toi, dans ton imaginaire de motard, c'est quoi le gendarme à moto? Moi, quand j'étais gamin, on avait, je dirais, la possibilité à Noël d'avoir un habit de Robin des Bois, on avait la possibilité d'avoir un habit de cow-boy. Et moi, gamin, je demandais quelquefois un habit de motard. Pourquoi? Parce que comme tous les gamins qu'on croise aujourd'hui, quand les parents traversent au passage Touté, le gamin dans sa petite poussette, quand il tourne la tête, c'est certainement pas pour regarder une voiture. Mais lorsqu'il y a un deux roues qui arrive, il a déjà cette notion de regard par rapport à un motard. Donc le mot motard, moi je suis un motard.
Moi, j'en suis à la limite fier. Quelquefois, il y a des gens qui pensent que c'est péjoratif d'être motard. Moi, je suis un vrai motard. Donc, alors, il y a je dirais une similitude avec le mot motard, le pratiquant qui fait de la moto, et le mot motard, en règle générale, de la gendarmerie ou de la police ou autre. Mais moi, je m'associe un petit peu quelquefois à ce mot. Donc, et j'ai toujours été impressionné, gamin, de les regarder dans leur stage de conduite du côté de Soucy, sur les terrains de cross avec leurs BMW et autres. Moi, j'avais mon Solex en cadre de Solex, sans le moteur. Et je les ai toujours un peu observés. Donc, j'ai toujours eu ce rapprochement-là. Et alors justement, c'est vrai que les motards ont une dextérité, en particulier les motards de la gendarmerie, ce qui n'empêche pas la sécurité. Or, on a vu jusqu'à récemment les motards de la gendarmerie, peut-être parce qu'ils étaient tellement bons au guidon qu'ils n'avaient pas besoin de se protéger, mais dans une tenue un peu légère. C'est ce que vous l'avez connu, ça? Ben oui, nous, il n'y a pas longtemps, on faisait encore le Tour de France et tout en chemisette. Mais plus maintenant. Ah non, maintenant, puis c'est un bien. Hein. Alors, comment ça a évolué, colonel? Donc ça a évolué, hein. On a évolué aussi avec les éléments de sécurité qui équipent le motard civil. Donc aujourd'hui, depuis 2012, donc, les gendarmes motocyclistes sont équipés de bottes moto, de pantalons moto et d'un blouson airbag, en plus bien sûr du casque et des gants, hein, mais ça change par rapport à la tenue qui était la nôtre avant, avec des bottes d'équitation et un pantalon d'équitation, effectivement. Oui, on en reste au cheval, hein, à la L'origine. base, à l'origine, aux origines. Ah, oui. C'est évidemment une institution, la gendarmerie, donc avec ses héritages, avec ses traditions. Vous avez notamment un insigne qui comporte une moto emblématique pour la gendarmerie. Tout à fait. Donc cet insigne que je porte, donc c'est l'insigne motocycliste. Celui-ci, c'est l'insigne de l'instructeur motocycliste et du commandant de centre du centre de formation à la sécurité routière. Mais il faut savoir que la version bronze est celle qui est délivrée à tout stagiaire motocycliste qui, au bout des 3 mois, se le verra remettre sur la place d'armes devant ses camarades et ses pairs. Et c'est une moto emblématique qui est dessus. Et c'est la R50 sur 2 qui est dessus, donc une moto que nous reverrons dans la salle tradition et qui est très importante pour nous. Alors, il y avait une notion évidemment sans reprendre les acrobates, mais vous étiez un peu des acrobates aussi sur la route, vous étiez très habile au guidon, mais de temps en temps ça devait frotter un peu, non? Ben, quelquefois, ça arrivait, oui. Oui. Bon, ben, on glissait, on était râpé partout, puis ça repartait. Quels étaient les moments dont vous vous souvenez, hors des visites de président, quels ont été les moments un peu de grâce où vous vous êtes dit, Bill, là ce métier vraiment, ou quelles périodes ont été magiques pour vous? Ben, disons que moi, c'était au début, lorsqu'on m'a mis dans la course cycliste, le Tour de France, en tête de course. Parce qu'au départ, on nous met à l'échelon presse, et puis après, pour voir comment ça se passe. Et après, un beau jour, l'adjudant-chef Vasseur me dit « Bon, allez, le môme, tu viens avec moi, on fait la tête de course. » Alors, c'est les 2 motards qui sont toujours devant les premiers coureurs. Et là, je me rappelle toujours, monter l'Isoire et la descente de l'Isoire. J'ai un article, un journaliste m'avait demandé, dans la descente de l'Isoire, Mers m'avait foutu la trouille. Il faut toujours être devant, hein. Il ne faut pas que ce soit le coureur qui escorte le motard. Alors là, puis après, c'est de la routine. Mais la première fois, j'ai descendu l'Isoire avec un champion derrière moi. Pouloulou. Les motards de la gendarmerie sont aussi connus pour être dans l'imaginaire collectif, encore une fois, les anges de la route, les anges bleus de la route. Tu as une question, Pascal, je crois. Oui, à quel moment on approprie ce titre aux gendarmes et pourquoi à un moment on les appelle les anges bleus de la route? C'était par rapport à leur fonction, par rapport à... Qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que cette appellation leur soit attribuée? Je laisse la parole au colonel, il est plus doué pour moi que moi. Effectivement, cette appellation d'ange de la route est connue pour les motocyclistes de la gendarmerie. C'est le secours à personne, c'est la présence rassurante sur les axes. Et donc vous verrez partout dans cette salle tradition, vous retrouverez des moments où vous avez des gendarmes motocyclistes qui secourent donc l'usager de la route qui, à l'époque où nous n'avions pas les téléphones portables et peut-être les moyens d'accéder facilement à un secours, et les motocyclistes étaient ceux qui étaient les plus présents sur les axes et donc qui donnaient le concours à la population.
Justement, on les a vus, ces anges de la route, lors de notre visite ce matin. Colonel, on a fait un petit peu le tour, vous nous avez fait le tour, c'était très très intéressant. On regarde ça tout de suite, le petit tour de la salle tradition. Colonel, il y a près de 80 motos dans cette salle tradition, c'est ça? Oui, c'est ça, près de 80 motos, oui. Et puis on va faire le tour avec l'adjudant Casabonne, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà. Donc l'adjudant qui nous a rejoint, donc ce qui est important pour nous, comme je vous l'ai expliqué, cette salle s'est construite grâce aux instructeurs qui se sont succédés. Donc on a perpétué cette tradition et l'adjudant est adjoint de l'officier de tradition et aujourd'hui s'occupe de ces motos. D'accord, alors vous allez me raconter un petit peu l'histoire, Avec en plaisir. accéléré bien sûr de ces motos. C'est une visite qui dure 2 heures, mais on va la faire très synthétique. On va la faire en moins de 2 heures, mais sinon on peut rester 2 heures. Hein. Et alors au commencement, il y a des pédales. Il y a des pédales, il y a aussi un moteur. Hein, donc là, nous sommes sur un vélo à moteur thermique qui a près de 1 siècle, donc moto bécane. Et donc les gendarmes étaient autorisés à l'époque à utiliser, par leur hiérarchie, à utiliser ce type d'engin. Terreau également, donc Terreau 1935, hein, je lis sur la fiche. Donc Terreau, Monet-Goyon, on est sur des véhicules français. Oui, tout à fait. Donc, lorsque la gendarmerie acquiert ses premières motos, on est sur des motos françaises. Les premières machines qui sont là étaient à l'époque toutes avec un panier. C'était plus pratique pour emporter soit un deuxième personnel, soit du matériel. Et comme il n'y avait pas de formation spécifique moto à l'époque, ça permettait aussi de mieux appréhender le pilotage que c'était à l'époque. C'était vraiment du pilotage moto. Et puis on va arriver à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, avec les motos étonnantes de la gendarmerie. Parce que là, c'est une Harley Davidson, on n'est pas aux États-Unis, on est en France. Et pourquoi? Pourquoi Harley? Parce que quand les Américains, les Alliés débarquent en France, ils débarquent également avec des motos, donc avec des Harley, avec des Indian. Et donc ils nous laissent les Harley, donc ce qui permet à l'époque à la gendarmerie de pouvoir, après-guerre également, d'être doté de ces Harley, donc en couleur kaki, la couleur de l'époque, en tout cas pour les armées. Est-ce que ça étonne le public aussi de voir des machines américaines ici? Oui, il y a un intérêt certain pour les machines américaines, enfin Harley Davidson, qui est un nom connu même pour les gens qui ne connaissent pas la moto. Et du coup, quand on explique comment la gendarmerie est venue à acquérir l'Harley Davidson après-guerre, voilà, c'est quelque chose qui intéresse énormément. Un peu plus tard, donc, on voit arriver les BMW, notamment une des BM qui est quand même assez emblématique, la R50/2 dont vous avez entendu parler. C'est une moto qui est importante pour nous. Dans ce qu'elle peut représenter, tout d'abord on a parlé des anges de la route, vous retrouvez cette moto dans la filmographie de Finesse, hein. On pense aux anges de la route, on pense à cette moto. Cette moto également dans ses caractéristiques, on voit qu'elle est assez large, c'est celle aussi qui a donné naissance à la trajectoire de sécurité, qui est enseignée au sein du centre, qui est enseignée aussi aujourd'hui au sein des moto-écoles. Elle est importante également parce que c'est celle qu'on retrouve sur l'insigne motocycliste qui sera remis aux stagiaires en fin de formation. Donc elle a une vraie histoire et c'est celle qui a été le plus utilisée en gendarmerie. Après, nous avons évolué comme l'a évolué la moto, donc on est passé après sur des motos bleues et on a commencé à avoir un carénage. Quel carénage, hein? C'était les premières motos avec un carénage étudié en soufflerie par BMW, donc l'apport de poids était compensé du coup par l'aérodynamisme de la moto. Donc, une moto un peu plus lourde mais qui était plus performante. Voilà, ça a été là-dessus. Premier frein disque. Et très vite des évolutions. Là, on voit la bulle. Là, elle est carrément surdimensionnée par rapport à celle-ci. Colonel, là, ça y est, le gendarme, il impressionne là, avec ça. Alors en tout cas, on l'identifie clairement. On a la couleur moto bleue qui se distingue des autres motos, qui est le bleu gendarmerie. Et petit à petit, sur les différents modèles, on va voir apparaître les gyrophares, le 2 tons. Donc effectivement, là, on est sur le motocycliste gendarmerie que vous retrouverez aujourd'hui. On reste encore sur la marque allemande, emblématique de la gendarmerie, de toute une période de la gendarmerie, Tout à fait. avec la LRT. Donc c'est encore des évolutions. Ouais, c'est une bonne période pour les motocyclistes. Chez nous, la sécurité routière était devenue grande cause nationale. Ouais. Et du coup, voilà, il y a eu
tout ce qui allait pour qu'on puisse acquérir des R1100 RT qui était la reine de la route quand elle est sortie. Là, on arrive vraiment avec un aboutissement en matière de sécurité. C'est vraiment la sécurité qui conduit à ces investissements aussi. Alors la sécurité sur les motos, la sécurité aussi du gendarme Sur la tenue. lui-même, parce qu'on voit les tenues derrière qui n'ont rien à voir avec les bras de chemise qu'on pouvait voir avant. Tout à fait, on n'est plus dans cette tenue d'équitant, mais on commence à partir de 2012 à avoir une tenue de motocycliste, d'équipement de protection individuelle où vous avez un blouson airbag, vous avez un pantalon de moto, des bottes de moto, en plus bien sûr du casque et des gants obligatoires. Et alors 2005, Yamaha remporte le marché à leur grande satisfaction, je m'en souviens bien. Et évidemment, qui dit garde républicaine dit mission d'escorte présidentielle. Tout à fait, la grande escorte, oui. La grande escorte, donc, qui est connue pour ça. Donc cette moto, elle est équipée pour les escortes avec, on le reconnaît, avec l'arme fixée sur le réservoir. Tout à fait, puisqu'elle ne peut pas être portée sur la tenue protocolaire, la grande tenue. Donc elle est sur le réservoir, mais voilà, on a un modèle d'une des motos qui accompagne le président de la République. Bravo d'avoir mis en place ce musée. Bravo aux instructeurs. Oui, bravo aux instructeurs et merci. On continue ? On continue. Allez, on continue. Nous accueillons pour cette partie de l'émission l'adjudant Caillebots. Bienvenue. Merci. On va aborder avec vous l'exercice récent de gendarme motocycliste, puisque vous êtes ici depuis combien de temps ? Alors moi je suis arrivé au centre l'été dernier, août 2022. Voilà. D'accord. Avant cette période, j'étais en unité de terrain, donc en brigade motorisée, en Alsace, à Altkirch, voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, et où j'y ai servi durant 4 années. Et là aujourd'hui, vos fonctions, c'est ? Alors je suis formateur motocycliste ou instructeur moto. Instructeur, pour les ouais, puristes, d'accord, voilà. très bien. Donc depuis août 2022, où j'exerce voilà, au centre. On ne l'a pas abordé, mais le nombre de motocyclistes, de gendarmes motocyclistes en France, sur les routes de France. Alors aujourd'hui, on est sur un nombre un peu supérieur à 3000, 3200 motocyclistes disséminés dans les différentes unités de sécurité routière sur le terrain. Et j'imagine qu'il y a des sélections, donc tout le monde ne peut pas y accéder. Il y a beaucoup de recalés à chaque test. Alors donc ils sont convoqués au prestage, hein, on appelle ça nous le prestage. Donc c'est la réussite de ce prestage donc va les diriger vers la formation initiale. Sur une vingtaine de participants, il peut y avoir un certain nombre de recalés. Après je ne peux pas vous dire exactement le nombre, effectivement, mais sur chaque prestage, on convoque à peu près une vingtaine de stagiaires justement pour ce prestage. Alors, les tests, la montée en compétences, justement, en quoi ça consiste, ces exercices ? Alors, tout simplement sur l'évolution sur les plateaux maniabilité. Donc, on leur demande effectivement des points de passage obligatoires, donc, notamment nous, ce qu'on appelle le PTRA, donc c'est la position, la trajectoire, le regard et l'accélération. Donc on va avoir tous ces critères qui vont rentrer dans la notation. Et effectivement, dans leur évolution au fil de la semaine, on va pouvoir déterminer s'ils sont capables effectivement de suivre les 12 semaines de formation, de la formation initiale. Voilà. Et alors, il y a justement la capacité, la technique, la dextérité de chacun, mais il y a aussi une notion de passion. Pascal, t'en parles souvent de la passion. Ce sont des passionnés ? Vous êtes passionné personnellement ? Moi personnellement, je suis passionné, effectivement. Ouais. Moi, je roule au quotidien. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un T7, un World Red. Ouais. Voilà, donc passionné également de moto. J'en suis à ma 10e moto, hein, donc ça se fête. Voilà, donc effectivement, oui, j'aime ça. Je suis d'abord motocycliste, puis gendarme. Voilà. L'usage d'une arme en roulant ou à côté de votre pratique motocycliste, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que ça s'acquiert assez vite ? Parce que j'imagine que vous faites des exercices aussi dans ce sens. Effectivement. Donc nous, on n'a pas la capacité de tirer en mouvement, d'accord, puisque c'est un exercice qui est réservé aux unités spécialisées, donc comme le GIGN par exemple. Néanmoins, nous, on apprend aux stagiaires au cours de la formation à stabiliser la machine, s'arrêter et de pouvoir utiliser notre arme sur la machine, mais complètement à l'arrêt. Voilà. J'imagine que qui dit passion dit parfois compétition. On a vu aussi dans notre visite qu'il y avait
des gendarmes motos qui ont participé, qui au Dakar, qui a des courses de vitesse. Est-ce que vous les raisonnez par rapport à ça en dehors, ou est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants de la compétition moto dans vos élèves? Ah oui, alors dans nos élèves, dans nos instructeurs, donc on a effectivement beaucoup de pratiquants qui pratiquent la moto sur circuit, qui vont faire de l'enduro. On a des instructeurs qui participent à des compétitions d'enduro assez célèbres. Donc non, bien souvent, ils ne pratiquent pas la moto que en tant que gendarme, mais ils pratiquent également la moto à côté. Oui. C'est le cas de beaucoup de vos élèves? Alors oui, ça peut arriver effectivement qu'on ait des passionnés et des compétiteurs. En l'occurrence, là, à l'heure actuelle, à la formation initiale, il y a un stagiaire qui est très, très, très aguerri au niveau du tout-terrain. Voilà. Oui, souvent, déjà quand j'étais gamin en mobilette, c'était un plaisir personnel. Quand on croisait les motards de la gendarmerie, on était en mobilette et on croisait tous les motards. Donc on faisait ce geste-là, qui existe toujours, malgré qu'il y en a qui pensent le contraire. On vous salue, beaucoup d'entre vous ont le geste. Est-ce que vous avez le droit de répondre à un citoyen qui vous fait un geste qui a un lien avec le côté affectif d'une tribu, d'un côté motard? Alors moi je dirais que oui, parce qu'on partage la même passion. Donc voilà, à partir du moment où un motard me salue, je vois pas pourquoi je ne rendrais pas ce salut justement. Sauf s'il roule trop vite, quoi. Exactement, voilà. À partir de là, voilà, les gens peuvent nous saluer. Au contraire, nous on aime ce lien aussi avec la population, du moment que c'est fait correctement, respectueusement envers les deux parties. Alors justement, ces exercices sont plutôt difficiles et on s'est dirigé du côté du polygone, justement, l'endroit où tout se passe, pour un petit reportage. On regarde ça tout de suite. Nous sommes aujourd'hui sur le site d'entraînement du Centre national de formation à la sécurité routière et plus particulièrement sur les pistes spéciales pratiquées en moto tout-terrain. Alors l'objectif de cette piste, c'est d'abord d'acquérir une certaine technicité, mais également de profiter de l'infrastructure. Nous avons 10 pistes spéciales qui nous permettent de mettre le stagiaire dans différentes situations qu'il sera amené également à reproduire sur la route. Juste certains motos en permanence pendant la difficulté. Je suis gendarme mobile à l'escadron de gendarmerie mobile de Valenciennes. Ça fait maintenant 6 ans. Et j'ai décidé de changer de subdivision d'armes en passant la formation motocycliste de la gendarmerie. Garde-feu ! Chef Vercoutre, premier peloton. P1, pré-rassemblé, effectif théorique 23, effectif présent 23, à vos ordres en légion, chef. Merci Vercoutre. P1, mon commandement en repos. Il y a un appel à volontaires qui est fait tous les ans. Donc j'ai répondu à cet appel à volontaires. J'ai fait un dossier pour accéder d'abord au prestage. Donc j'ai réussi ma semaine de prestage au mois de novembre. Et ensuite j'ai commencé la formation initiale 167 le 9 janvier 2023. Allez pour l'ensemble, va! Rompez les rangs. Dans le doute, Je suis ici en formation motocycliste pour devenir motocycliste de la gendarmerie. Je suis actuellement affecté dans une brigade territoriale et donc je fais un travail de brigadier et j'ai envie d'allier ma passion à mon métier et donc de devenir motocycliste de la gendarmerie nationale, et donc c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui pour suivre cette formation de 12 semaines. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette formation. Je suis passée par différentes spécialités pour connaître un peu les différents métiers de la gendarmerie. Et là, enfin, j'accède à ce que je voulais faire, être motocycliste gendarmerie. Ils remarquent bien que ça me tient à cœur et que je veux réussir. En tout cas, pour venir dans cette formation, il faut arriver effectivement préparé physiquement. Sinon, ce serait quand même assez difficile puisque c'est une formation quand même assez intense. Voilà, ici, n'aie pas peur. Voilà. Au peloton, nous sommes 2 filles
il y a une troisième fille dans un autre peloton. Et au milieu des hommes, on est tous gendarmes en fait. Donc c'est la même formation pour tout le monde. Au final, comme nos instructeurs nous le précisent bien, une fois qu'on sera sur la route en unité, à moto, on ne sera pas un homme ou une femme. On sera des motards et le danger sera le même. Donc on doit répondre aux mêmes exigences en fait. Dans la vie de tous les jours, j'ai une moto routière exclusivement. Oui. Depuis 2011 maintenant que j'ai mon permis moto, donc j'ai 2 motos dans le civil, de style complètement différent, une Roadster et une Harley Davidson. Je roule en Honda CB 650R. C'est aussi une passion, donc voilà, c'est allier les 2 passions dans un même métier et c'est avoir la chance de faire ça. Ouais. J'imagine que quand on arrive, on en a entendu parler de ce polygone, forcément, quand on y arrive, adjudant, là-bas, on a hâte, on a hâte d'en découdre. Alors, hâte d'en découdre, je sais pas, mais en tout cas, oui, quand on arrive, quand on est stagiaire motocycliste, en fait, c'est emblématique, si vous voulez. Parce qu'on a entendu parler des pistes spéciales pendant le prestage, voilà, on a vu des instructeurs. La photo vue du ciel. La photo vue du ciel, voilà, exactement. Et il y a ce que nous, on appelle la prise en main moto tout-terrain, en fait. C'est quelque chose d'emblématique, en fait. C'est une épreuve un peu qu'on pourrait assimiler à une épreuve sportive dans laquelle on va pousser la moto durant des kilomètres, en fait, à côté, avec le moteur tournant, voire sans, dans le sable. Et justement, c'est pour faire corps avec cette machine. En fait, c'est un peu un baptême, le baptême de polygone, la prise en main moto. En fait, voilà. Pascal l'a évoqué, la place des femmes dans ce métier aujourd'hui, est-ce qu'elle évolue ? Oui, bien sûr, elle évolue et heureusement, nous avons donc sur chacune des formations initiales, nous avons des stagiaires motocyclistes féminins qui, elles aussi, souhaitent être motocyclistes et par ailleurs, nous avons des stagiaires féminins motocyclistes, la précédente formation, c'est une femme qui finit 2e de la promotion. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, j'encourage vivement nos gendarmes féminins à rejoindre la technicité motocycliste. À quel moment vous avez été le plus fier, c'est de porter l'uniforme ou de devenir avec l'uniforme gendarme motocycliste? Alors moi, là où j'étais vraiment le plus fier, c'est d'avoir terminé ma formation initiale déjà, de devenir motocycliste gendarmerie, parce que comme vous l'avez pu le dire tout à l'heure, c'est un emblème. Le gendarme motocycliste au bord de la route, c'est emblématique, c'est quelque chose de fort, encore une fois, j'aurais envie de dire c'est la classe. Voilà. Et ça l'est encore, puisque quand je vois des motocyclistes, voilà. Mais là où vraiment j'étais le plus fier, c'est qu'en terminant ma formation initiale, ayant été bien classé, j'ai pu défiler sur les Champs-Élysées. Donc là, c'était vraiment le cadeau ultime de ma formation initiale. Voilà. Et les instructeurs, en général, vous restez longtemps en poste, c'est peut-être vous qui pouvez répondre. Combien de temps en général Alors, le temps de présence d'un instructeur au centre varie entre 5 et 10 ans. Très bien, très bien. Donc, c'est votre intention? Étant arrivé en 2022, j'espère faire au moins 10 ans. Voilà, au moins 10 ans. Donc, cette responsabilité, elle n'est pas banale, parce que quand vous êtes 4 gendarmes dans une voiture, bon, il y en a un qui conduit, il y en a 3 qui sont autour du conducteur. Exactement. Là, vous avez la responsabilité de conduire un véhicule donc d'État, donc une moto qui, comme ça vaut un peu d'argent quand même, une grosse moto de gendarmerie. Quelle est cette part de responsabilité que le gendarme a? Il pose la moto, il coupe le contact, il rentre dans sa maison et puis on n'en parle plus, ou il y a une vraie responsabilité de l'entretien Effectivement, en règle générale, dans une brigade motorisée, je prends l'exemple puisque c'est dans l'unité dans laquelle j'étais affecté, on peut parler d'un titulaire et d'un suppléant par machine. Voilà, on est responsable de l'entretien, des entretiens de premier échelon, donc tout ce qui est les niveaux d'huile, niveau de carburant, les plaquettes, etc. Et on fait remonter les problèmes au garage groupement qui seront en charge de l'entretien de la machine plus spécifique. Alors on a parlé des motos, de l'entretien des motos, moi j'aimerais parler des équipements et pour ça on accueille Pascal Couturier de la marque Shoei et on va parler évidemment des casques modulables qu'utilisent les gendarmes. C'est maintenant, on regarde ça.
Nous aussi avec un casque de la gendarmerie, un casque que tu nous as gentiment amené. Pascal, bienvenue à toi. Tu représentes la marque Shoei. Exactement. Habitué également de l'émission. On avait tourné une émission avec toi, Pascal, pas loin d'ici, au Polygone, justement, où vous faites les sélections, colonel. Pascal, Shoei, c'est tout près de la gendarmerie, c'est tout près du centre de formation. C'est volontaire ou c'est un hasard? Non, moi je suis natif de la région, donc le jour où on a déplacé la société, c'est tout naturellement qu'on s'est retrouvé à Fontainebleau. Puis c'est une magnifique ville, donc c'était plutôt sympathique. Et la société est basée à 5 km d'ici à peu près. Alors Shoei fabrique évidemment des modulables et c'est important ce principe modulable pour les motards de la gendarmerie motocycliste. Pourquoi? Alors pour nous, effectivement, d'abord c'est important d'avoir un casque qui réponde à toutes les normes de sécurité et c'est bien ce qu'on recherche aujourd'hui. Et après, le casque modulable, pour nous, a un intérêt également. Dans le cadre notamment de nos missions, on peut être amené à employer le sifflet, en plus des avertisseurs sonores et lumineux. Et donc le fait de pouvoir ouvrir d'une main un casque nous permet derrière de pouvoir utiliser le sifflet assez facilement. Ouais, il y avait aussi, tu m'avais raconté une anecdote, Pascal, aussi le fait de pouvoir partir rapidement. En fait, nous, quand on travaille sur un marché avec l'administration, on apprend toujours quelque chose. Au-delà de la vente de casques purement, mais on apprend quelque chose. Déjà, c'est des utilisateurs, que ce soit les gendarmes ou les policiers, c'est des gros utilisateurs, c'est des gens qui roulent tous les jours, donc utilisent beaucoup les produits. Donc on a quand même beaucoup de retours d'informations et on apprend des choses. Moi, j'avais trouvé intéressant de me dire qu'on pouvait ouvrir très facilement et fermer très facilement, notamment la mentonnière d'une main. Alors ça paraît simple, mais quand ils sont sur le bord de la route et qu'ils démarrent en intervention, je pense que c'est plus facile, plus à même d'expliquer que moi. Ils doivent partir d'un coup, le casque n'est pas fermé, par contre avec une seule main ils le ferment et là ils sont en totale sécurité. D'ailleurs c'est ce que nous on demande toujours, on essaye de suggérer à nos utilisateurs de rouler le plus souvent fermé, mais effectivement c'est sympa d'arriver au feu, de rouvrir ou à très basse vitesse de laisser ouvert. C'est l'intérêt vraiment du modulable, c'est de pouvoir l'ouvrir et le fermer très rapidement d'une seule main, à mon sens. Pascal, tu roules beaucoup, toi. Tu es un gros rouleur. Tu aurais pu être gendarme motocycliste, d'ailleurs. Mais tu roules avec des modulables ou des casques? Je roule avec un modulable. Ah, d'accord. Okay. Je roule avec ce modèle de casque depuis de nombreuses années. Comme je fais à peu près entre 60 et 65 000 Pour le sifflet ou pour d'autres raisons? Quelquefois, quand je suis seul, je me prends pour un gendarme. Donc je me siffle. Tu te siffles. Je m'auto-censure, donc... J'ai vu dans ma visite du musée que le premier motard n'avait pas de casque, donc sur sa dollar ou la terreau, il a un képi, mais ce képi est équipé d'une sangle avec une mentonnière pour tenir son képi, parce qu'avec la vitesse, il aurait perdu son képi, et des lunettes, comme on a aujourd'hui dans le monde du rétro, la custom culture, ces fameuses lunettes profilées qui sont attachées avec une sangle. Donc on voit dans ce musée ce premier motard avec son képi, avec la sangle. Alors justement, il y a quelques casques qui sont exposés dans cette salle tradition. Pascal, tu nous as amené quelques casques pour nous faire un peu l'évolution justement des modulables et de la sécurité des casques de ta marque. Oui, exactement. Bon, quand on a parlé de cette émission, on parlait donc moto, passion et histoire. Et j'ai cherché un peu chez nous, chez Shoei Europe Distribution, ce que je pourrais amener de pertinent pour cette émission. J'ai retrouvé notre premier modulable qui est sorti en 1992, donc ça fait plus de 30 ans que ce casque est sorti. Donc une vraie différence par rapport au reste. Là, l'ouverture se pratique. Alors oui, à l'époque, l'ouverture, alors c'était justement ce qu'on venait de dire à l'instant, comme quoi on ouvrait avec une main, alors c'était pas possible parce que il y avait un bouton d'un côté, un bouton de l'autre. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus compliqué. Oui. C'est un coup de main. Voilà, mais bon, ça a le mérite d'exister. C'était un des premiers casques, donc boucle double D, intérieur non démontable. Voilà le premier qui s'appelait le Duotech. Mon colonel, le gendarme que l'on voit, que l'on croise sur le bord de la route, souvent on le regarde, il est souvent avec son modulable ouvert, il a sa petite lunette, sa petite paire de lunettes de soleil. T'es dans Chips là. Hein. Oui, ce côté un peu beau gosse. Le gendarme a toujours cette élégance quand même. Il est de mieux en mieux habillé. Il a effectivement des bottes, il a un vrai pantalon de motard, il a un vrai blouson de motard. Mais ils ont toujours ce regard profilé où on ne voit pas leurs yeux quelquefois sur le bord de la route, où on voit ce cliché existe toujours.
Alors, je ne sais pas si c'est un cliché, c'est peut-être l'image que vous avez, mais qui n'est pas totalement fausse non plus. Après, les lunettes de soleil ont un intérêt, c'est que comme on est amené à être tout le temps sur les routes, on protège aussi nos yeux et puis ça nous permet de mieux voir. Donc effectivement, il y a l'image qu'on peut avoir du motard en bord de route avec ses lunettes de soleil, mais les lunettes de soleil ont aussi un intérêt, outre l'image esthétique qu'on voudra donner vers l'extérieur. Oui. Tu nous as amené d'autres casques. J'en ai amené un deuxième de 1999 qui s'ouvre. Là, on voit bien l'évolution, donc qui déjà s'ouvre avec une seule main. Donc grosse évolution. Voilà, ça c'est le Synchrotech. Je vais vite passer au celui d'après qui s'appelle le Synchrotech 2. Donc celui-là c'est 2004. Pareil, qui s'ouvre ici. Et celui-là, il intégrait déjà à l'époque le Pinlock anti-bruit. Ah oui, d'accord. Là, on arrive sur le Multitech et on voit radicalement un changement en termes de design, beaucoup plus sportif. Tu parlais de casque léger, sportif. Et là, on est réellement dedans. Donc, on peut dire que c'est le premier casque modulable résolument sportif à l'époque. Très bien. Donc, toujours effectivement l'ouverture d'une main et un intérieur qui commençait à être démontable. Là, on arrive à celui que vous commencez à connaître, le Neotech, qui est tout simplement le casque qu'aujourd'hui les forces de l'ordre utilisent. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui-ci. Exactement. Ouais, très bien. À part qu'eux, évidemment, sont équipés de la communication. Ils ont aussi des LED sur les côtés. Alors là, ils n'y sont pas. Mais quand il est équipé pour sortir sur la route, il est équipé aussi de LED. Ça permet de lire les documents qui sont présentés par les automobilistes. Je vais le garder celui-là. D'ailleurs, au défilé du 14 juillet, tous les gendarmes ont le modulable ouvert. Tout à fait, donc c'est le centre qui défile pour représenter les motocyclistes de la gendarmerie, avec nos stagiaires par ailleurs. Donc effectivement, nous défilons le casque ouvert, avec notre grande tenue motocycliste. Oui, tout à fait. Donc le Neotech 2 à l'époque, qui sort et qui révolutionne un petit peu en arrivant avec aussi l'écran solaire. D'accord. Voilà, donc ça c'est le Neotech 2. Le Neotech, pardon, le Neotech. Ouais. Et le 2, et la le version 2, qui est le casque qu'on voit actuellement dans le marché, que vous trouvez, qui est, je vais me lancer peut-être le modulable le plus vendu aujourd'hui sur le marché. Donc voilà, le Neotech 2 avec le système audio qu'on peut intégrer à l'intérieur. C'est ça, Voilà. il y a c'est le système encore une audio évolution. sur le C'est pour côté, montrer simplement chaque évolution petit à Ouais. petit, selon la demande des consommateurs, et puis l'évolution, Les et puis gendarmes la demande aujourd'hui ont notamment celui-ci. Comment Les gendarmes aujourd'hui ont le Neotech. Ils ont le Neotech. D'accord. Parce qu'en fait, la grosse différence, c'est le système de communication qu'eux, ils ont intégré. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'ils ont le Neotech. Et puis, voilà, on a fait le tour de pratiquement plus de 30 ans d'évolution de modulable chez Chauvet. Merci Pascal. Et puis moi j'ai hâte de retourner avec toi au polygone pour faire 2-3 petites acrobaties en trial. Parce moi que aussi. J'avais pris goût à cette petite séance. Merci. Écoute, merci Pascal pour cette histoire de l'évolution du casque modulable qui est utilisé. C'est vraiment un endroit, effectivement, je comprends que vous en soyez fiers d'avoir mené cette sale tradition, parce que il y a des motos d'exception, il y a des histoires d'exception. On a entendu Bill Potier. Alors je ne sais pas si vous avez échangé beaucoup avec Bill, mais il a de savoureuses anecdotes. Il y a plein de petites histoires dans la grande histoire de la gendarmerie motocycliste. Oui, tout à fait. Cette sale tradition, pour nous, est très importante. Tous les stagiaires qui passent par le centre passeront par cette salle. Notamment lorsqu'ils arrivent en fin de stage, c'est dans cette salle où on leur dira s'ils ont réussi ou non leur stage. Et ce qu'on leur dit souvent, cette salle, hormis le fait que nous avons effectivement près de 80 sublimes motos, en fait ce qui est important c'est de savoir d'où on vient, donc ce qu'ont fait nos anciens pour savoir où on va. Donc en sachant ce qu'ils ont pu faire, ça nous a construit. Et donc ça nous permet aussi de savoir comment on va évoluer et puis continuer surtout à évoluer par rapport aux machines qui elles aussi évoluent. Ça c'est un mot de la fin qui te convient aussi particulièrement, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ça vaut pour la gendarmerie, ça vaut dans la vie en général aussi. Et effectivement, cette salle, beaucoup de solennité pour une cérémonie, j'imagine, tout aussi solennelle. Merci, colonel, de nous avoir accueillis dans cette très belle salle. Merci, adjudant, de nous avoir éclairés sur le métier d'instructeur et aussi sur le métier de gendarme motocycliste.
Merci Pascal de nous avoir accompagnés dans cette émission, dans cette visite, dans ce patrimoine motocycliste. Tout à fait, moi qui suis attaché, mais comme la société que je représente, donc Motul, à l'histoire et au patrimoine, moi personnellement, à la fierté d'être français, donc à l'honneur que vous nous avez fait de nous recevoir, donc en tant que citoyen français, et très honoré et fier d'avoir pu échanger avec les gendarmes. Alors contrairement à ceux qui pourraient nous regarder et qui pourraient penser qu'on a échangé nos amendes d'excès de vitesse, c'est du fond du cœur que je vous remercie de nous avoir accueillis et de nous avoir parlé de votre métier comme vous nous en avez parlé. Merci à vous. Merci et puis à bientôt pour une émission tout aussi passionnante. Salut.